Un meurtre, une société. Une série d'été du podcast Parole d'Histoire présentée par André Loez. Aujourd'hui, l'embuscade contre Henri le Balafré, duc de Guise. Aujourd'hui, pour le troisième volet de cette série, direction le XVIe siècle. Bonjour Caroline Callard. Bonjour André. Vous êtes moderniste, directrice d'études à l'EHESS. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé dans le château royal de Blois le 23 décembre 1588 ? Alors d'abord, merci beaucoup pour me donner cette occasion inédite d'assouvir un vieux fantasme, celui d'incarner enfin Alain Decaux au micro. Malheureusement, en fait, je crois que j'ai pas son talent, mais bon, je vais essayer de raconter ce qui s'est passé au petit matin du 23 décembre 1588. Le duc de Guise est averti d'une séance du Conseil parce que le contexte est celui des États généraux de Blois en 1588. Et donc, il se rend au château de Blois où a lieu une de ces séances. Il entre, il monte les escaliers, il entre dans une première salle où sont réunis des conseillers. Michel de Marillac parle des gabelles. Et l'huissier, ou plutôt le secrétaire du roi, vient lui annoncer qu'il est attendu par le roi. Donc la chambre du roi se trouve à 2 portes d'écart, et avant d'entrer dans cette chambre, il doit traverser une antichambre. Et dans cette antichambre, le duc est assailli par 8 hommes qui font partie de la garde rapprochée d'Henri III. On y reviendra, on les appelle les 45. Oui, les 45, mais là, il n'y en a que 8. Et là, ils ne tenaient pas tous derrière les rideaux. Ils étaient un petit peu partout, mais surtout, il ne fallait pas éveiller les soupçons du duc de Guise, donc on ne les a pas réunis, les 45. Et puis, c'est les 8 plus sûrs. Et donc ils se jettent sur le duc de Guise. C'est une mort un peu compliquée parce que le duc est extrêmement puissant. Donc dans les sources, on raconte comment le corps du duc les entraîne d'un côté puis de l'autre de la chambre, et puis finalement il tombe mort quasiment aux pieds du roi Henri III qui observe la scène depuis la portière de sa chambre. Voilà, à partir d'autres sources, on y reviendra, disent que Henri III aurait décrété qu'à partir de ce moment-là, il était roi. Alors on va écouter le camarade moderniste Alexandre Jublin qui nous lit l'extrait du journal de Pierre de l'Étoile, le grand chroniqueur de la deuxième moitié du XVIe siècle, qui raconte cet épisode. Et à l'instant, se levant du conseil pour aller trouver sa majesté, comme il entrait dans la chambre du roi, un des gardes lui marcha sur le bout du pied. Et combien qu'il entendit assez ce que cela voulait dire, néanmoins, sans faire autre semblant, il poursuit son chemin vers le cabinet, comme ne pouvant fuir à son malheur. Et soudain, par 10 ou 12 des 45, là disposés en embuscade derrière une tapisserie, fut saisi aux bras et aux jambes, et parut poignardé et massacré, jetant, entre autres paroles et cris, ce dernier, qui fut clairement entendu. « Mon Dieu, je suis mort, ayez pitié de moi, ce sont mes péchés qui sont en cause. » Sur ce pauvre corps mort fut jeté un méchant tapis, et l'a laissé quelque temps gisant et exposé aux opprobes et moqueries des courtisans, qu'il appelait le beau roi de Paris, nom que sa majesté lui avait donné. Qu'est-ce qu'on fait de son corps ? Le corps est justement pour éviter que le duc que le corps du duc devienne des reliques, son corps est brûlé et les cendres dispersées dans la Loire. Alors ça ne va pas s'arrêter là, puisque comme on va l'expliquer, il s'agit évidemment d'un acte de violence royale qui vise à décapiter ses adversaires. Et dans ses adversaires, la famille de Guise ne se limite pas à celui qui vient de mourir, le duc Henri dit le Balafré. Il y a son frère, le cardinal également. Voilà, le cardinal qui se trouvait dans la chambre à côté. En réalité, il faisait partie des membres du conseil. Donc, si vous allez à Blois à l'occasion des rendez-vous de l'histoire, ne manquez pas d'aller repérer les lieux, parce que c'est un espace assez exigu et c'est assez vertigineux de se dire effectivement que le duc de Guise a été assassiné si proche des autres conseillers de son frère, qu'il a entendu fatalement. Alors les sources qui émanent souvent du parti monarchiste, qui écrira plus tard le récit de cette mort, disent que le premier geste du frère, c'est d'essayer de s'enfuir, mais il est bloqué et il sera exécuté le lendemain, toujours par
voilà, les hommes de main du roi, comme ça, il décapite les 2 têtes du parti Guisard. Malheureusement pour le roi, il en laisse une, celle de Mayenne, qui va prendre la place au le fond 3e frère. Voilà, et la duchesse de Mercœur, qui va à Paris jouer un rôle fondamental, de même que la veuve du duc de Guise. Donc le parti des Guises n'est pas totalement décapité. Alors il faut justement essayer d'expliquer un petit peu ce qui s'est produit, parce que c'est un acte quand même de grande ampleur, de s'en prendre comme ça à un des grands personnages du royaume. C'est que ce duc de Guise était devenu presque un rival du roi, et puis il incarnait une forme de radicalité catholique dont Henri III, qui gênait Henri III à ce moment de l'histoire. Oui, alors en fait cet assassinat vient clore un segment historique qui commence le 10 juin 1584 à la mort du duc d'Anjou, le frère d'Henri III, et avec cette mort, la succession de la couronne à un protestant devient probable. Oui, voilà, le duc d'Anjou, c'était l'autre Valois qui aurait pu régner, mais là on n'a plus de Valois catholiques sous la main, donc ça veut dire qu'on doit passer aux cousins. Les cousins, c'est les Bourbons, et donc c'est le futur Henri IV. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, la Ligue catholique va se reformer. Elle avait déjà commencé à se former dans les années 1570. Elle se reforme à la fin de l'année 1584. Et le duc de Guise en prend la tête. C'est vraiment, ça n'est plus une ligue urbaine ou seulement une ligue urbaine coopérative, etc. C'est vraiment le duc de Guise et son frère qui en deviennent les têtes. Donc cette parenthèse qui s'ouvre, enfin ce segment historique qui s'ouvre, va donner lieu à tout un tas d'occasions pour la Ligue de défier au fond l'autorité monarchique. Et ce défi a un point culminant le 12 mai 1588, lors de l'insurrection parisienne, au cours desquelles des barricades sont élevées justement pour protester contre la perspective de l'avènement d'un roi protestant et s'emparer de la personne du roi. Henri III s'échappe de justesse, mais il est contraint de signer l'édit d'union, le 15 juillet 1588, dans lequel il s'engage à combattre les protestants, à exclure tout protestant à la succession du trône de France, etc. Donc c'est une sorte de reddition à la Ligue et aussi à ouvrir les États, lors des États généraux qui sont réclamés et obtenus en octobre 1588, il va à nouveau prêter serment à l'édit d'union. Donc, c'est depuis le mois de mai 1588, le roi est à la merci politique de l'agenda de la Ligue. Et les choses n'ont fait qu'empirer avec les États généraux de Blois, qui sont acquis à la Ligue. Et c'est à ce moment-là que Henri III mûrit, semble-t-il, à l'automne, sa décision de couper la tête de ce parti guisard. Un parti guisard, si on remonte même encore un peu en arrière, il faut rappeler que c'est vraiment cette grande famille nobiliaire qui incarne le plus l'intransigeance catholique. On sait qu'au moment de la Saint-Barthélemy, les Guises étaient impliqués. Dans le film de Patrice Chéreau, La Reine Margot, on voit Guise qui aurait ordonné l'assassinat de Coligny. Mais en tout cas, il n'y a pas de doute sur le fait que si les catholiques qui redoutent les protestants ou qui veulent les écarter du royaume cherchent des chefs et cherchent une grande famille proche de la famille royale pour les incarner, c'est vers les Guises qu'on se tourne. Ce sont des très très grands nobles. Ils ont été très puissants, notamment sous François II. Ils se sont rapprochés énormément de la couronne. Pour autant, ça reste des souverains des marges orientales du royaume. C'est d'ailleurs probablement au moment de la guerre des paysans où ils ont lutté contre les paysans réformés avides d'égalité venus d'Allemagne qu'ils ont fait leurs premières armes comme chefs militaires luttant contre le schisme protestant. Une autre chose que je voudrais souligner, c'est que pour autant, Henri III est un souverain
qui met en scène une piété catholique exacerbée lui aussi. Les Guise, en tout cas le duc de Guise, c'est le bras armé du parti catholique. Pour autant, Henri III essaye de ne pas lui laisser le monopole de l'incarnation de l'esprit catholique. Quand on parle d'intransigeance, c'est peut-être un mot qui fait obstacle. En tout cas, il est hostile à la cohabitation religieuse, mais évidemment, Henri III estime lui aussi que le royaume doit rester catholique et qu'il faut, même si vis-à-vis d'Henri de Navarre, il envisage qu'il va falloir le convertir, mais par des armes de persuasion. C'est les moyens qui distinguent les deux, les moyens de parvenir à leur fin. Mais l'idéal catholique, il est véritablement partagé par les deux. Est-ce que le roi a pu croire à un complot visant à le déposer ? J'ai lu à un moment qu'on redécouvrait un peu l'histoire des Mérovingiens à l'époque et qu'on aurait pu dire que tel un maire du palais se débarrassant d'un Mérovingien pour fonder ensuite la nouvelle dynastie pipinide carolingienne, il aurait pu se sentir menacé par quelqu'un qui au départ effectivement n'était pas père, membre de la famille royale, mais qui aurait pu chercher à usurper son pouvoir ? Alors, il y a deux questions. Est-ce que la possibilité d'un complot visant à éliminer le souverain est une possibilité dans la France des guerres de religion ? Oui. Les théories qu'on appelle monarchomaques, les réflexions sur le tyrannicide dans la seconde moitié du XVIe siècle connaissent une ferveur et un renouveau, notamment sous l'action d'abord des protestants. Ensuite, est-ce que le duc de Guise a voulu assassiner, ou en tout cas faire partie d'un complot visant à assassiner le roi, ça c'est beaucoup plus difficile de le dire. Probablement qu'il veut il veut être connétable du royaume, il veut prendre la tête de l'armée royale. Alors Jean-Marie Constant, spécialiste des Guises, dira qu'il ne souhaite pas devenir roi à la place du roi. D'ailleurs, dans ses discours, dans les discours rapportés d'Henri III, lui-même dit que le duc de Guise veut se faire second roi, mais pas... dans un premier temps, à l'automne, il parle de ce second roi qu'il voudrait être. Il y a effectivement une petite ambiguïté. On ne peut pas sonder les reins et les cœurs. En tout cas, d'ailleurs, probablement que le duc de Guise se laisse porter, comme dans l'esprit du temps, se laisse porter par la providence divine et qu'il se tient prêt à répondre à un appel divin, quel qu'il soit et quelle que soit la forme qu'il prenne. En revanche, imaginer qu'il ait pu préméditer ça, probablement non, d'autant plus que c'est une option qui avait été présentée au pape. Est-ce qu'il conseille, est-ce qu'il approuverait ou est-ce qu'il validerait l'assassinat du roi ? Et le pape s'y était opposé. Voilà, donc... Pourquoi Blois ? Pourquoi à ce moment-là, est-ce que le roi considère qu'il est sur un terrain favorable et que finalement c'est le bon moment pour agir, avec en plus énormément de gens regroupés pour les États généraux ? Voilà, qu'est-ce qui fait que c'était possible, pensable à ce moment-là pour lui ? C'était pas si évident parce que la ville de Blois qui accueille tous les États généraux est une ville qui est peuplée de gens acquis à la Ligue. Donc il y a beaucoup de membres du parti guisard. C'est peut-être aussi ce qui explique que le duc de Guise finalement se soit rendu à ce conseil. Oui, parce que tout le monde dit qu'il était prévenu et qu'il n'en a pas tenu compte. Oui, voilà. Mais ça aussi, ça fait partie de la mise en scène dramatique de l'épisode. Mais donc, Blois est vraiment... Il y a autant... probablement autant d'agents du roi que d'agents ligueurs. C'est donc le château royal de Blois. Tout ce que les auteurs, ou en tout cas les sources, soulignent, c'est la dimension secrète qui a entouré cet acte prémédité de la part du roi, qui a pris beaucoup de précautions, semble-t-il, pour endormir les soupçons du duc. Par exemple, justement, ces 45, il les aurait fait rentrer en tout cas, les 8 qui vont agir, mais semble-t-il, il y en avait d'autres. Il les fait rentrer dans le château quasiment un à un.
quand il demande au duc de Guise de venir le 23 décembre, alors qu'a priori, il n'y avait pas de session prévue ce jour-là, c'est parce que, dit-il, il veut aller se recueillir, parce que c'est un temps de l'Avent. C'est aussi un des éléments un peu sulfureux de ce calendrier de l'assassinat de Blois, qu'il se passe dans ce temps extraordinairement religieux pour les catholiques de cette semaine de la nativité du Christ qui s'ouvre. Oui, le cardinal est d'ailleurs tué un 24 décembre, c'est pas extraordinaire d'un point de vue religieux. Oui, c'est pas extraordinaire. En tout cas, c'est vrai que c'est dans un... Ou alors, à moins qu'on le considère justement comme un élément de la providence, comme un signe de la... Je pense que ça signe l'entrée dans un temps sacré. Et Henri III, en effet, avait endormi les soupçons du duc en disant qu'il souhaitait se retirer dans une maison de religieux qui se trouvait au bout du parc de Blois. Et c'est pour ça qu'il devait venir plus tôt ce matin-là. Donc, je pense que... vu la piété absolument exacerbée d'Henri III, il le conçoit effectivement dans un temps de rapprochement de la divinité dans la sphère temporelle de l'action des hommes. Alors, il y a un grand paradoxe que vous avez commencé à aborder, qui est que les préparatifs sont secrets, mais une fois que l'événement arrive, c'est un coup de majesté, c'est un acte qu'on peut revendiquer comme étant finalement l'acte royal par excellence, celui qui marque l'autorité retrouvée, pleine et entière du souverain, qui a en quelque sorte droit de vie et de mort sur ceux qui le menacent. Donc le secret d'un côté, et puis ensuite, finalement, la publicité éclatante donnée au geste. Comment ça fonctionne ? Alors, il y a deux choses. Oui, la publicité donnée au geste, alors ça, c'est fondamental, notamment dans ce temps du XVIe siècle qui découvre l'usage de l'écrit à des fins d'action politique. Là aussi, c'est la leçon allemande qui est prise de la réforme en particulier, avec l'usage de ces feuilles volantes, l'usage des pamphlets, l'usage de l'écrit. Et donc, Henri III avait prévu de donner un récit il avait bien compris qu'il était fondamental de rester maître du récit de cette mort et de l'annonce de la mort d'Henri III. Du duc. Du duc. Donc il va... ce papier est rédigé, mais il va se faire prendre de vitesse par les ligueurs qui, très vite, à la nouvelle de la mort du duc, vont envoyer des émissaires à Paris. Les émissaires à Paris vont répandre la nouvelle par tout un tas de biais, la prédication, ce sera vraiment dans un premier temps l'oralité, mais ce sera secondé par l'écrit très très vite. Des processions seront organisées. La duchesse de Mercœur va se promener en calèche dans les rues de Paris. Bref, la population parisienne se soulève sous l'instigation effectivement de tous ces meneurs d'opinion que sont les ligueurs et leur relais dans les paroisses parisiennes. Et lorsque le courrier du roi arrive à Paris avec le récit validé par la monarchie, ils vont lui refuser l'entrée. Et donc, c'est un geste assez intéressant justement, de modelage de l'opinion publique par l'accès ou non à la possibilité de diffuser le récit. Et c'est une scène qui va se retrouver dans d'autres villes du royaume. Donc, et c'est là que va échouer, au fond, Henri III. En échouant à imposer son récit, qui serait effectivement celui d'une justice royale absolue, eh bien, il échoue à légitimer son acte. Et alors, je ne voudrais pas tracer, parce que c'est trop facile pour les historiens de faire ça, tracer une ligne directe de l'assassinat du duc de Guise à l'assassinat d'Henri III 6 mois plus tard, en 1589. Mais il est clair que l'assassinat d'Henri III par Jacques Clément, dans un contexte d'effervescence religieuse, de prédication exacerbée, qui suscite une vocation tyrannicide chez Jacques Clément, eh bien c'est vrai que Henri III a échoué à remobiliser la population, en tout cas
la population parisienne et la population guisarde, et à la reconvertir à la monarchie, ou bien en tout cas à susciter des soutiens de la monarchie capables de faire pièce à ce parti ligueur et guisard. Est-ce qu'on peut dire un petit mot des 45 qui figurent dans le titre du roman éponyme d'Alexandre Dumas, qui sont devenus un objet culturel bien au-delà de leur rôle historique précis, avec en plus ce lien avec la personnalité d'Henri III, dont on a dit qu'il avait ses mignons et ses hommes de main, etc. Et en même temps, il y a cette idée qu'on prend un peu des cadets de noblesse, dont on s'assure de la fidélité, parce qu'on ne peut pas forcément compter sur certains grands nobles. Donc c'est l'idée de la garde rapprochée et qui peut faire les basses œuvres. Oui, alors ça, ils sont nés précisément de l'inquiétude que suscitait la Ligue et le parti ligueur pour Henri III en novembre 1584, inquiet justement des intentions de la Ligue parisienne en particulier, et mu par le désir d'assurer sa protection au Louvre, le roi réforme sa maison et va sélectionner 45 jeunes nobles, supposés sans lien avec aucun parti, parmi les 180 gentilshommes de la Chambre. Et il va leur demander de prêter serment d'obéir au roi et au roi seul. Le roi va leur donner des gages, de l'argent pour acheter l'équipement et leur cheval, c'est-à-dire qu'effectivement, ils n'ont pas besoin d'être suffisamment riches pour faire partie de cette garde rapprochée. Ça représente quand même une somme considérable, 1200 écus à peu près par an. Et les historiens, ou en tout cas Yves-Marie Bercé, qui en a identifié 26, repèrent 35% de Gascons, 25% de jeunes du Languedoc, 8% du Bigorre et 4% du Béarn. C'est la naissance, au fond, du fameux cadet de Gascogne. Futur mousquetaire, en quelque sorte. Oui, si l'on veut, exactement. Alors, Nicolas Leroux, qui a retravaillé en détail la question, nuance cette idée de gens déliés de tous les partis. Ils sont malgré tout, comme membres de la cour, membres rapprochés du souverain et présents à la cour, ils sont en contact avec les factions. Certains d'entre eux sont des amis du duc de Guise. Mais malgré tout, la fidélité, le serment de fidélité, ils la doivent au roi, et c'est à lui qu'ils rendent compte dans les très nombreuses sources qu'on a qui insistent sur ce rôle des 45. Le roi leur aurait tenu justement un discours de mobilisation où il leur rappelle ce qu'il leur doit à lui personnellement. Cette idée du coup de majesté, acte de violence politique et en même temps acte de souveraineté royale, on la retrouvera une trentaine d'années plus tard. Peut-être qu'il faudra revenir au micro pour nous parler de Concini. Oui. Alors cette idée d'un coup de majesté, d'abord le terme est utilisé plutôt par les historiens. C'est Roland Mounier notamment qui, en essayant de forger ce concept, montre qu'effectivement, dans la mesure où le roi est la source de toute justice et qu'il ne fait jamais que la déléguer, il n'a pas besoin de monter un procès pour que l'acte qu'il pose soit légal. Reste que on va parler de coup. Un de ceux qui va parler de coup d'État à propos d'Henri III, du meurtre, de l'assassinat d'Henri de Guise, c'est Gabriel Naudet dans ses mémoires sur les coups d'État. Alors, il a une conception très élargie du coup d'État, mais il y fait rentrer la Saint-Barthélemy, l'assassinat du duc de Guise, Concini. Et c'est peut-être un des premiers qui va mettre les historiens sur la piste de ce vocable, coup d'État ou coup de majesté. Mais en tout cas, pour les contemporains, l'illégalité de l'acte n'est pas forcément la première lecture. En fait, c'est une lecture possible, et c'est une lecture que va tenter la veuve du duc de Guise, qui va tenter de faire le procès auprès du Parlement ligueur parisien d'Henri III. Mais finalement, cette voie n'est pas suivie, parce que profondément, ça c'est une hypothèse de ma part, mais parce que profondément le parti ligueur n'est pas un parti anti-monarchique ou anti-absolutiste. C'est la voie qu'a pris
qu'a prise la monarchie qui ne lui va pas, mais il ne s'agit pas de contester le principe monarchique lui-même, et notamment la nature absolue, déliée des lois, et source de toute loi, du pouvoir monarchique. En ceci, dans le parti Guisard, qui ne recoupe pas complètement le parti Ligueur, qui peut avoir une dimension parfois tyrannicide et monarchomaque, surtout après la mort d'Henri III, qu'il s'agira de justifier. Mais dans un premier temps, cette illégalité n'est pas forcément ce qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est l'assassinat du champion de la chrétienté et du catholicisme. Dernière question peut-être, c'est un événement spectaculaire et avec sa dramaturgie propre. Du coup, ça a aussi inspiré des peintres, des romanciers, des cinéastes également. Je crois qu'il y a une référence cinématographique que vous vouliez évoquer. Oui, alors l'assassinat du duc de Guise est aussi fascinant pour l'histoire du cinéma parce que il a donné lieu à un film important dans l'histoire du cinéma en 1908, un film réalisé par André Calmette et Charles Le Bargy. Et c'est important parce que c'est le premier film de la société Le Film d'Art, qui a été fondée en 1908 justement pour modifier un petit peu la compréhension qu'on avait du cinéma et la façon qu'on avait de le consommer, qui était quelque chose, un plaisir de fête foraine, un plaisir avec des scènes un petit peu, avec des films un petit peu spectaculaires, burlesques. Et là, le désir du film d'art, cette société, c'est d'ennoblir et de rendre sérieux le cinéma. Alors pour ça, on va faire appel à des acteurs de la Comédie Française. C'est la première fois que des acteurs de la Comédie Française jouent au cinéma. On va demander le scénario à un académicien, Henri Lavedan. Et on va modifier aussi le format. Il va faire 17-18 minutes. C'est assez long pour l'époque. D'ailleurs, je vous encourage, et j'encourage les auditeurs à regarder sur Internet ce film. C'est absolument charmant. Et surtout, on va demander à Camille Saint-Saëns une musique originale. Qui va en faire un des tout premiers films avec une bande originale somptueuse et qui accompagne véritablement l'action. Donc la première a lieu à Paris en 1908 et ça inaugure un nouveau genre historique, éducatif du cinéma et ça inaugure aussi une coopération entre théâtre et cinéma. Voilà. Donc alors c'est peut-être à toi, André, que je devrais poser la question. Pourquoi, en 1908, ressusciter cet épisode-là de l'histoire de France, sachant que dans le film de Calmette et Bargy, on ne peut pas dire que ce soit l'image du coup de majesté qui est mise en valeur, mais au contraire, on voit un Henri III, c'est vraiment la légende noire des Valois, il est toujours courbé, en train de comploter avec les 45, c'est très beau, d'ailleurs on voit lors de l'assassinat, c'est une vraie chorégraphie, mais il est affreux, et il est avec son crucifix, lui aussi, donc d'un côté, et de l'autre côté, le duc de Guise, on ne peut pas dire non plus que ce soit le grand martyr de la cause catholique, puisque ça commence, il est chez sa maîtresse, c'est vraiment la figure du grand homme, du grand seigneur désinvolte qui va aller à la boucherie alors que tout le monde lui dit qu'il ne devrait pas y aller. Donc en 1908, je pense effectivement que ressusciter cette histoire-là des guerres civiles, avec le rôle qui joue la religion, n'est pas complètement anodin. Ouais, c'est possible. On pense à la querelle des inventaires 2 ans plus tôt, les grands affrontements post-loi de 1905. Il faudrait se pencher sur la question. Merci beaucoup, Caroline Cala. Merci, André. Merci d'avoir écouté l'émission. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site du podcast parolehistoire.fr. N'hésitez pas à partager ou à laisser un commentaire et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série, Un meurtre, une société.